Bonjour André Michaud. Bonjour Yannick. C'est particulier de se croiser dans un couloir à Paris, dans un couloir du Cial. Absolument. On ne se passe pas souvent au Québec. On ne se passe pas souvent au Québec, mais on se croise ici. Mais on se voit quand même par Internet interposé au Québec, puisque vous êtes, on peut le dire, vous êtes le responsable d'Agro-Québec. Président d'Agro-Québec, oui. Président d'Agro-Québec, et vous travaillez évidemment sur un site qui fait la mise en valeur, on va dire, de la transformation alimentaire au Québec. Tout à fait. En collaboration avec Lionel Lévesque d'ailleurs. Donc là, vous êtes à Paris. Le hasard fait qu'on se rencontre, puisque nous, comme vous le savez, on vous disait, on vient en mission avec quelques entrepreneurs québécois et l'Institut Jean Garon pour aller en Normandie et constater ce qu'est l'agriculture française, notamment dans le monde laitier, et en faire des comparables avec le Québec. Mais on s'est dit, il y a le Cial à Paris, on va toujours bien s'arrêter là. Donc on a fait quelques allées et on arrive à côté du groupe Export. On veut savoir, vous, André Michaud, c'est quoi la perception d'un Cial Paris 2022? Écoutez, c'est ça que nous, en tant qu'entreprise, qui accompagne aussi des entreprises, soit de la production, de la transformation ou de la distribution agroalimentaire, il est important pour nous de voir les tendances, de rester à jour, de voir ce qui se fait ailleurs. Évidemment, pour nous, le Cial est un incontournable. Alors, on est content d'être ici, justement, pour prendre acte de ces nouvelles tendances-là. Il y en a. C'est un premier Cial post-COVID. Alors, ça se sent, c'est dans l'ADN de ce Cial-là. Il y a de l'effervescence, on va dire. Oui, il y a de l'effervescence. Et puis, ça oriente également, je vous dirais, les produits, ce qu'on entend également ici. Ça oriente le discours, le contexte post-COVID, notamment en ce qui concerne, la sécurité des approvisionnements. La notion de plaisir aussi. Les gens ont été, durant 2 ans, un peu encabanés. Alors, la notion plaisir prend beaucoup de place également. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez notées, notamment, nous, on est ici en mission pour voir ce qui se passe dans le monde du lait. On a fait, nous, quelques stands encore, mais là, on s'en va dans le pavillon du lait, on n'est pas allé encore. Est-ce qu'il y a des choses à voir au pavillon du lait? Écoutez, ce qu'on sent dans tous les pavillons, que ce soit le pavillon de la viande, du poisson, du lait, c'est que, avant, quand on venait au Cial, on sentait une tendance au niveau des protéines végétales. Alors, il y avait une section protéines végétales. Maintenant, la protéine végétale est dans toutes les sections. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Moi, je l'ai fait le lait hier. Même dans le pavillon du lait, alors? Je dirais que 40% des produits qui étaient présents là étaient des produits à base de protéines du lait. Écoutez, jusqu'où ira cette tendance-là? J'en ai absolument aucune idée, sauf qu'actuellement, c'est extrêmement présent à cette édition 2022. Alors, André, vous nous mettez l'eau à la bouche, on s'en va de ce pas au pavillon du lait. Alors, bonne rencontre. Et du lait végétal. Oui, effectivement. Alors, bonne visite. Merci. Au plaisir. Bonjour Patrick Soincourt. Bonjour. Alors vous faites partie des multiples entrevues que l'on fait au Cial Paris. Comme je vous disais, on est une télé-web québécoise, LVA TV, et on est rediffusé aussi dans une quinzaine de radios FM à travers le Québec. Puis on s'est arrêté à votre kiosque parce que là on a vu Roquefort, Vernières. Alors le Roquefort, de toute façon, ça attire toujours. Et d'autant plus qu'au Québec actuellement, il y a de plus en plus de Roquefort dans nos étalages. Première chose, c'est quoi exactement un Roquefort? C'est quoi un cahier des charges pour dire on est un Roquefort? Alors pour faire du Roquefort, déjà il faut que vous ayez des brebis, parce que le Roquefort est un fromage de brebis, ce que les gens ne savent pas forcément, qu'il soit dans la zone d'appellation. La zone d'appellation, elle couvre environ un gros département qui est l'Aveyron et 5 petites parties d'autres départements comme le Tarn en France, comme l'Aude, comme la Lozère et comme, le Tarn. Aujourd'hui, les brebis doivent être là. C'est une brebis qui s'appelle la Lacône, qui a été vraiment sélectionnée pour travailler, qui fait environ 2 litres de lait par jour, avec 2 traites, une traite le matin, une traite le soir. Elle produit son lait du mois de novembre jusqu'à fin juillet pour pouvoir faire du Roquefort. Et ensuite, chaque fromage est fabriqué dans la laiterie sur la zone d'appellation et doit être affiné à Roquefort, le village de Roquefort. Le village de Roquefort, c'est... Donc c'est-à-dire qu'un fromage, un fromage bleu qui ne serait pas affiné à Roquefort n'est pas un Roquefort? Non. Un fromage bleu qui n'est pas affiné à Roquefort n'est pas un Roquefort. Et un finage qui ne fait pas du lait de brebis, qui correspond au cahier des charges, etc., n'est pas non plus un Roquefort. Est-ce qu'il y a des raisons par rapport aussi... Il y a le lait, effectivement, des brebis. Est-ce que c'est aussi une question de conservation, là? Non, on est sur du lait cru, ça c'est clair. On est sur un fromage qui est
qui est fabriqué sur la zone, qui est affiné entre 15 jours et 3 semaines, parce que l'affinage du Roquefort dure 15 jours et 3 semaines, sur des caves naturelles à Roquefort, et c'est l'obligation. Ensuite, à partir de là, le produit est bloqué à l'abri de l'air et à l'abri de la lumière, de façon à ce qu'on bloque le développement du pénicillium, qui est c'est ce qui permet le côté bleu du Roquefort. Et à partir de là, on doit le vendre à l'âge de minimum 3 mois. Puis là, de plus en plus, comme je vous disais, sur les étalages québécois, on retrouve du Roquefort. Ça veut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est l'accord Canada-Europe qui tout d'un coup vous a ouvert les portes, puis on vous retrouve partout? Il n'existe pas dans le monde une crèmerie qui n'a pas de Roquefort. C'est pas possible. Il y a 2 fromages comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une crèmerie dans le monde sans Roquefort et sans comté. C'est des choses qui n'existent pas. Le Roquefort, c'est le roi des fromages, le fromage des rois. Ça existe, on a des traces comme quoi depuis le IIe siècle, les gens parlaient du Roquefort. Je pense à des gens comme Pline l'Ancien qui a des textes en disant qu'il existe dans le sud de la France un fromage bleu qui est vendu par les producteurs, etc., etc. Après, c'est la plus vieille appellation, c'est la plus vieille AOP qui date de 1925 ou 26, j'ai un doute. Voilà quoi. Donc ça veut dire le Roquefort effectivement est un fromage excellent, le top des fromages comme vous nous dites avec le comté. Mais toutefois, est-ce que, je reviens sur l'accord commercial, est-ce que l'accord commercial vous a aidé un peu quand même ou pas plus? C'était assez connu le Roquefort? Probablement. Le Roquefort est connu dans le monde entier. Le Roquefort est connu dans le monde entier. Alors, on est 7 producteurs, il faut le savoir quand même, on est 7 producteurs à Roquefort. Du plus gros au plus petit, nous on est à peu près les 5e, on fait à peu près, comme on s'amuse à le dire, 8% de la production mondiale de Roquefort. Mais il faut être à Roquefort pour le faire. Oui, donc Patrick, par rapport à l'aspect gustatif du fromage, moi je suis un très, très grand fervent du Roquefort. Je suis assez d'accord avec vous que c'est peut-être mes origines normandes qui font ça aussi. Je connais bien les fromages forts. Mais c'est vrai que dans certains pays, et le Canada aussi, plus forcément maintenant, mais au départ, voir arriver un fromage avec du vert et du gris à travers. Alors le vert c'est quoi? L'histoire dit que c'est un berger qui avait oublié son fromage dans une grotte de l'Aveyron et que le bleu s'est développé parce qu'il était amoureux, etc. Non, aujourd'hui, le Roquefort est ensemencé avec un pénicillium qui est un champignon, ce qui provoque sa couleur bleue, mais qui en même temps renforce son goût. Chaque Roquefort a son goût. Nous, ce qu'on va chercher en tant que Roquefort vernière, c'est un Roquefort gras, c'est-à-dire qui se tartine tout seul, avec un pénicillium très bleu, si vous pouvez le voir sur les photos, mais surtout qui ne vous agresse pas. Un Roquefort n'est pas fort, il faut bien comprendre. Un Roquefort, c'est du goût, un flash en bouche. Vous avez un flash, ça doit retomber normalement derrière, et après vous avez de la saveur. Vous allez avoir la saveur du lait de brebis, très doux, la saveur du pénicillium, qui est le champignon, et la saveur du sel. Parce que le sel est la partie intégrante du Roquefort. Si on n'a pas de sel, on ne peut pas conserver du Roquefort. Ce n'est pas forcément dans les habitudes alimentaires et dans la tendance, on va dire, de consommation, mais le sel fait partie intégrante du Roquefort. Et vous diriez, peut-être pour finir, quel est le pays en dehors de la France qui consomme le plus de Roquefort? Est-ce que, selon vos exportations, vous diriez quoi vous? Nous, on vend beaucoup de Roquefort en Hollande, on vend beaucoup de Roquefort en Belgique, mais ça reste des pays limitrophes autour de chez nous, parce qu'il y a une histoire. On va avoir du mal dans des régions comme l'Italie, parce que vous avez des produits similaires comme le gorgonzola. Aujourd'hui, on est concurrencé par des fromages de vache bleue, parce qu'un consommateur va acheter un bleu d'Auvergne. Le consommateur qui achète un bleu n'en achètera pas 2. Mais le Roquefort reste une entité fondamentale par rapport au produit. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous voulez le goûter? Oui. Oui, alors bonjour Monsieur Delahaye. Le hasard fait qu'on tourne un coin et on tombe sur la coopérative d'Isigny qui est ici au Cial Paris. Puis ça fait notre bonheur puisque nous on est ici avec Claude, avec mon caméraman, pour tourner sur l'avenir un peu du monde du lait en fait. Et on est venu aussi en France avec une mission de l'Institut Jean Garon qui est accompagnée de plusieurs entrepreneurs québécois. Et ces entrepreneurs québécois vont vous rencontrer puisqu'ils vont à la coopérative d'Isigny cette semaine même. Alors là, on arrive, on voit tout ça, on dit on va toujours bien parler au directeur général pour savoir un petit peu c'est quoi exactement cette coopérative d'Isigny, puis sa particularité. Écoutez, d'abord merci, c'est très sympa de pouvoir dire quelques mots. Donc on vient au Cial depuis des décennies, donc on vient régulièrement, c'est un rendez-vous tous les 2 ans, et on vient y présenter nos produits, nos bons produits traditionnels, fabriqués donc à la coopérative d'Isigny. Donc la coopérative d'Isigny est une association de 450 producteurs de lait, auprès desquels on collecte un lait de qualité particulière, donc un lait très autour de l'usine, donc c'est 50 km à la ronde, avec un effectif de race normande important.
avec des pâtures importantes, notamment la notion de prairie chez nous est très importante. Donc je vous dirais, c'est ce qui donne cette particularité au lait, le fait que les prairies, la régionalité, la localité fait en sorte que vous avez un fromage qui se différencie. Voilà. On a fait tout un écosystème, je dirais, puisqu'on est des zones humides. Et donc on a travaillé ce caractère de zone humide pour garder au produit sa spécificité. Effectivement, donc c'est du lait de chez nous, produit avec des aliments de chez nous. Ce n'est pas du lait qui est produit avec des éléments avec lesquels sont nourries des vaches de l'extérieur. C'est de l'herbe de chez nous, des produits de chez nous. Donc tout est fait autour de l'usine et donc la vache a pu s'épanouir dans les prairies de chez nous. Et tout ça, ça donne un lait particulier. Et finalement, ce lait, on le produit depuis très longtemps. On a essayé de ne pas être trop sensible aux nouvelles modes et on est resté très authentique. Okay, quand vous dites les nouvelles modes, parce qu'il y a aussi des coopératives qui se lancent dans le lait végétal, vous n'êtes pas rendu là C'est-à-dire, je pense plutôt aux aliments qui viennent des aliments exotiques pour nourrir les vaches. Je ne parle pas uniquement des produits végétaux, je pense plutôt à des nourritures qui sont autres que l'herbe naturelle de chez nous. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant. Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Ouais, alors, bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien correct. Un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. C'est ça, vous avez un produit effectivement de terroir, on va dire, un produit assez local avec des vaches autour de l'usine, avec un fort intérêt pour le pâturage, je comprends de la part de la coopérative. C'est ça. Mais votre coopérative est assez importante. Combien d'employés dans cette coopérative? On est 1300 personnes, donc on fabrique des beurres, des crèmes, des fromages, dans les fromages des pâtes molles et des pâtes pressées, et aussi des laits infantiles, des laits pour les bébés. Et on fabrique ces laits infantiles depuis très longtemps qui nous permettent la valorisation du lait écrémé. Est-ce que ce sont les laits infantiles qui vont à l'exportation ou les fromages aussi? Tout. L'exportation représente 60% du chiffre d'affaires. Donc on exporte sur la plupart des pays du monde, hein. Mais on a la qualité à défaut d'avoir la quantité, quoi, hein. On est quand même dans la rareté. Mais on a des produits qui sont très spécifiés, qualité, très haut de gamme, très marqués, quoi. Et est-ce que vous diriez que l'exportation est surtout européenne ou non, vraiment partout dans le monde? Non, elle est partout dans le monde. Que ce soit Amérique du Nord, même Canada aussi, USA, toute l'Asie, tous les pays du Moyen-Orient. Et pour le lait l'Europe, bien sûr. Et le lait infantile, c'est plus pour l'Afrique et l'Asie? L'Afrique, l'Asie, beaucoup l'Asie, et pays Moyen-Orient et Afrique. Ben, merci beaucoup. Et Europe. Et Europe, évidemment. Merci, monsieur Leveille. Voilà, merci à votre service. Alors bonjour Alain Lancelot, ça me fait plaisir moi de vous retrouver puisque le hasard a fait que quand j'étais à Cial, Montréal, on s'était croisés, on avait échangé un petit peu sur la situation du fromage dans le monde. Là vous êtes à Cial, Paris, on est là nous pour une semaine d'observation sur le monde du lait justement avec plusieurs entrepreneurs québécois qui nous suivent. Pourriez-vous peut-être nous parler d'abord de votre fromagerie familiale que vous représentez qui est en Angleterre? Oui, alors White Farm est une entreprise familiale en effet depuis 4 générations. Alors dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et on est situé à 15 miles de la ville de Cheddar, qui est pour nous une fierté parce que le Cheddar est né à cet endroit, dans le Somerset. Et à cela, le client est toujours attentif à l'origine du produit et puis aussi à ses origines fermières, parce que Wag, c'était avant tout des fermiers. Et puis qui ont bien sûr développé leur activité à travers donc la production et puis à travers aussi la famille, parce que la famille aujourd'hui est toujours propriétaire de la société. Et ça, c'est un point très important. Alors nous sommes aussi producteurs de lait, ce qui n'est pas forcément commun actuellement dans l'activité, et on tient à y rester. Alors même si le lait est fourni par d'autres exploitations
je dirais dans un grand pourcentage, mais vous voyez comme là, on produit encore beaucoup d'herbes, parce qu'on évite l'ensilage aujourd'hui pour nourrir en fait nos animaux de façon à avoir un lait de très bonne qualité. Donc ça veut dire qu'il y a un cahier des charges particulier quand on veut faire un cheddar chez vous? Absolument, il y a un cahier des charges, les clients le savent. On a aujourd'hui un goût qui est différent de ce que l'on peut retrouver chez d'autres producteurs. On n'est plus que 2 producteurs dans la région de cheddar aujourd'hui à travailler à l'export, comme on peut le faire aujourd'hui, et à présenter nos produits, parce qu'on commercialise vers 167 pays, qui est beaucoup, mais on a une très belle équipe et forces de vente qui sont aujourd'hui très expérimentées. Et on améliore d'une année sur l'autre la qualité de nos produits. J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes au Cial et à Montréal et maintenant à Paris, c'est qu'en fait vous êtes toujours en train de pousser pour essayer de vendre vos fromages ailleurs qu'en Angleterre. En fait. Absolument. Alors notre présence aujourd'hui, elle est mondiale, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la commercialisation de nos produits, mais nous accompagnons nos produits nous-mêmes avec nos produits dans tous les pays où nous sommes présents. On était à Singapour il y a 3 semaines, et là, à partir de là, nous sommes bien sûr fabricants. Et nous sommes aussi distributeurs, parce qu'on approvisionne aujourd'hui l'ensemble des marchés. Mais pour faire connaître nos produits, bien, on est obligé d'aller sur le terrain. Et le terrain, ce sont les salons. Le Cial, alors c'est extraordinaire, parce que ça regroupe, je dirais, l'ensemble des gens qui sont actifs dans cette production et dans cette distribution. Et à cela, on essaie d'être un petit peu partout à travers les salons, comme on l'a été au Canada. On l'est aussi aux États-Unis, on l'est en Asie, etc., etc. Et la proportion d'export, en fait, c'est quoi la proportion de l'export aujourd'hui locale et exportation chez vous? L'export aujourd'hui représentait il y a à peu près, je dirais, une dizaine d'années, moins de 10%. Et aujourd'hui, on est arrivé à développer l'export à hauteur de 25-30%, oui. Et ça se développe très très vite. Oui. Et quelle est la place du Canada actuellement chez vous là? Alors le Canada est un pays qui n'est pas forcément facile pour exporter les fromages, parce que il y a des quotas, comme vous le savez. Alors, et par contre, on a des clients qui sont très attentifs à la qualité que l'on peut leur proposer, des gens comme Costco, et qui référencent des produits comme le Stilton, et vont référencer aussi, et ont référencé le cheddar, mais ils vont aussi agrandir la gamme sur des produits, des innovations qu'on a mis en place, et ils sont très attentifs à cela, parce qu'aujourd'hui, les produits qui sont commercialisés depuis bien des années restent toujours à peu près, je dirais, la même gamme de fromages, mais on essaie d'aller vers l'innovation pour aller vers les clients et leur apporter un service. Et c'est quoi l'innovation pour un client de 2022 ? L'innovation, ça peut être des produits qui vont plus vers une génération un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on travaille sur des tranches de cheddar, mais des tranches de cheddar très haut de gamme. C'est-à-dire on va sur des produits qui peuvent être affinés pendant 9 mois et mélangés avec des ingrédients. L'oignon caramélisé, par exemple. Et là, on arrive à vendre des produits qui plaisent aux gens. Alors, il y a toute une catégorie de produits. Ça peut être l'oignon caramélisé, comme je viens de vous dire, le fumé. Ça peut être aussi des produits comme barbecue, etc. Et à partir d'une bonne base de fromage, on arrive à ajouter des ingrédients qui arrivent à créer des burgers extraordinaires. Mais toujours à base de lait. Bien sûr, c'est toujours le cheddar à la base. Parce qu'ici, on voit quand même beaucoup de gens qui se sont lancés dans le lait végétal. Ah non. On est toujours dans le lait de vache. Et alors attention, parce que Wyke aussi aujourd'hui a décidé de s'investir dans l'énergie verte. Et l'énergie verte aujourd'hui représente 100% de notre utilisation en termes d'énergie pour les usines. Et on approvisionne aussi 10% de la consommation de Sainsbury. Vous êtes autosuffisant au niveau de votre énergie. Je sais qu'on avait parlé de ça à Montréal, ça m'avait un peu surpris d'ailleurs, parce que c'est-à-dire que tout votre fonctionnement de la fromagerie et de la ferme est autosuffisante sur le plan énergétique. C'est ça, exactement. Et ce qui nous a permis aussi de devenir carbone neutral. Donc on est capable aujourd'hui de fournir des cheddar au Canada, aux États-Unis, avec l'estampille carbone neutral. Et ça c'est important, parce que la nouvelle génération, et nous d'ailleurs, nous sommes assez attentifs à cela pour être certains que nos enfants, nos petits-enfants auront encore la chance de vivre sur cette planète dans les années à venir, en sachant que chaque acteur dans cette activité aura une attention particulière dans certains investissements qui feront que, comme là je vous ai expliqué, on utilise notre énergie verte pour produire aujourd'hui nos cheddar. On a aussi notre usine où on nettoie, on nettoie l'eau qui est utilisée par l'industrie
pour la consommer après, si on le désire. Nous, la consommer personnellement, parce que c'est une autre qui est traitée. Et là, on gère vraiment dans la profondeur tous ces sujets qui sont liés à l'environnement. Et pour revenir simplement à la fin sur l'export, vous avez dit tout à l'heure, le Canada, c'est pas forcément le pays le plus facile à l'export à cause des quotas. Alors, mais de l'autre côté, on entend souvent, nous les transformateurs laitiers du Canada, nous dire, depuis l'accord de libre-échange Canada-Europe, ils l'ont un peu facile en Europe pour nous exporter les fromages. Alors c'est vrai, je crois que c'était le CETA qui avait arrangé un petit peu, je dirais, ces nouveaux accords qui ont permis à libérer les échanges quelque part. Alors ça a été mis en place il y a 2-3 ans, là. Mais bon, il y a une quantité de quotas beaucoup plus importante qui a pratiquement été doublée. Et alors avec l'Angleterre, je ne sais pas encore, mais l'Angleterre a dû récupérer normalement ses quotas. Mais c'est vrai que oui, c'est une aide. C'est une aide. Mais là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a rencontré les gens de chez Costco qui nous ont, je dirais, ouvert leurs portes de façon plus agréable qu'il y a quelques années. Et on sent une envie pour chacun de travailler ensemble. Des produits, bien sûr, de commodité, je dirais, des produits de tous les jours, et puis des innovations. Ce qui veut dire que quand on va vers l'innovation, eh bien, on a peut-être plus de facilité. Et là, c'est le cas, je crois. Et est-ce que vous diriez que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, le Brexit, a donné un élan en fait pour exporter en Amérique du Nord ou ça n'a pas changé grand-chose? Non, pas forcément, non. Non, je pense qu'aujourd'hui, s'investir dans un pays, c'est une décision. Et la décision, elle se fait en fonction du potentiel existant dans le pays. Jusqu'à maintenant, le Canada, comme d'autres pays, n'était pas forcément des pays faciles parce que vous êtes producteur de cheddar. Alors, le cheddar que vous produisez aujourd'hui au Canada est différent de notre cheddar. Vous avez des cheddars beaucoup plus affinés. Que nous, on a des cheddars qui sont affinés maximum à 18 mois. Et on va rarement plus loin. Donc, on a un goût qui est différent. On apporte, je dirais, un service quelque part, et puis quelque chose d'autre que le cheddar existant au Canada, qui est très bon, mais partout où je vais, c'est cela. De toute façon, dans tous les cas, nous, quand on a commencé l'activité, on l'avait commencé en France. Commencer une activité en France avec du cheddar anglais, il y a 35 ans, c'était pas un jeu, hein, parce que là, c'était très compliqué, et les Français étaient assez nationalistes avec leur fromage. Certains pays le sont encore, mais se sont ouverts. Et vous voyez, après 35 ans, le marché français, pour nous, est un marché très, très prometteur, parce que là, on vend aujourd'hui des quantités relativement importantes en France. Et on peut faire la même chose au Canada, parce que vous savez, les Canadiens comme les Français ont une culture un petit peu similaire en termes de gastronomie, et puis peut-être aussi en termes de protection de ces marchés, et ça se comprend. Mais il y a tellement de bonnes choses à découvrir un peu partout, et on le voit. Partout en France, en Angleterre ou à l'étranger, les gens sont à la recherche de produits qu'ils ont connus en Angleterre, en France ou ailleurs. Et ils sont chez eux, à la recherche de ces produits-là. Et on l'a vu dans différents pays. L'Asie est le cas actuellement d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Lancelot. Je vous en prie, avec plaisir. Bonjour Chantal. Alors on est ici au pavillon du Canada et bon, dans le cadre de notre mission qui se déplace en France vers la Normandie, on s'est arrêté au Cial Paris. C'est une bonne idée. On veut voir évidemment différentes choses. On a vu beaucoup de choses en fait, de différents pays évidemment parce qu'il y a 7000 exposants, c'est énorme. Oui. Mais là on a appris en fait qu'il y avait des Québécois qui étaient là et entre autres vous-même avec l'huile de caméline. Alors là vous allez nous expliquer un petit peu parce que moi la caméline je ne connaissais pas. Mais oui, mais ça va me faire plaisir de vous en parler. Donc, la caméline, c'est une plante ancestrale qui est vieille de 3000 ans. Nous sommes producteurs agricoles à la base et nous avons introduit la caméline en rotation des cultures pour augmenter la biodiversité, augmenter notre diversification de cultures. Et là, on s'est intéressé à l'huile parce qu'une fois qu'on presse les grains, on obtient une huile, l'huile de caméline, qui a 35 d'oméga 3. Elle est hyper intéressante au niveau de la santé. Puis on s'est vraiment questionné, mais pourquoi personne ne parle de caméline alors que c'est tellement un beau produit avec plein de belles propriétés? Est-ce qu'on peut dire qu'elle ferait un peu la compétition à des huiles d'olive vierges? Tout à fait. Vous savez, c'est une bonne question. On n'aura jamais d'olivier au Québec, mais nous avons de la caméline. La caméline, c'est vraiment une plante qui fait une huile supérieure. 35 d'oméga 3, c'est énorme. Ça veut dire que nous avons tous les oméga 3 dans une seule cuillère à thé. Il n'y a pas d'oméga 3 dans l'huile d'olive, c'est des oméga 9. Donc les oméga 3, on en manque dans notre alimentation. On en a avec une cuillère à thé.
Et c'est une huile qu'on peut faire chauffer à haute température. Donc, c'est vraiment excellent avec les légumes grillés, les poissons. Et on a réalisé aussi que quand on fait cuire un aliment dans l'huile de caméline, les oméga-3 de l'huile vont intégrer l'aliment. Alors, notre aliment devient riche en oméga-3. Okay. Je vois aussi que vous avez des grains. Donc là, le grain, on fait quoi? On le met sur le poisson, on le met dans la soupe? C'est un peu comme un poivre? Exactement. On en met partout. Donc, comme le sel, comme le poivre, les graines de caméline, on en met partout. Alors, je vous présente ici, nous avons notre huile torréfiée qui est notre premier produit. Ensuite, nous avons fait une version qui est l'huile, notre huile de caméline vierge. Ensuite, nous avons fait une version qui est l'huile de caméline torréfiée. Donc, qui est la première mondiale d'avoir fait ça. Sont faits à partir des grains torréfiés. Donc, les grains que nous avons torréfiés afin de rehausser leur saveur. Et ensuite, on les a pressés pour obtenir l'huile de caméline torréfiée. Et vous êtes dans quel secteur au Québec? Dans quelle région? Donc, nous sommes à Montérégie, au sud de Montréal. Par contre, nous travaillons avec des producteurs de partout à travers le Québec. Donc, il y a plusieurs producteurs du Témiscamingue. La caméline, c'est une plante qui s'intègre bien à notre agriculture du Québec. C'est une plante nordique. Donc, ça fait une belle augmentation de biodiversité. Et je vois derrière vous, en fait, que vous étiez finaliste au Salon Innovation de Montréal cette année. Et là, j'ai appris que vous n'étiez pas seulement finaliste à Paris, vous avez gagné le prix, c'est ça? Nous sommes finalistes à Paris aussi. Donc, nous étions finalistes au CIAL de Montréal avec notre huile torréfiée parce que nous sommes les seuls à avoir une huile de caméline torréfiée. Puis, à Paris, nous sommes aussi finalistes au CIAL Innovation avec nos grains de caméline torréfiés. Donc, on s'est vraiment bien positionnés. On est les seuls à offrir un produit. Est-ce que vous êtes les seuls au monde à faire ça? Jusqu'à date, oui. C'est vraiment fantastique. Le seul pays au monde, le Canada. Le Canada, à faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au Canada? Est-ce que juste le Québec? Au Canada, il y a d'autres personnes qui produisent de l'huile de caméline. Donc, au Québec, on est 3 producteurs d'huile de caméline. Et dans l'Ouest canadien, il y a aussi des producteurs d'huile de caméline, plus au niveau des animaux ou pour les humains. Ça veut dire que si vous êtes les seuls, si le Canada est le seul à produire l'huile et les grains de caméline, il y a un marché important? Mais en fait, ce que je devrais vous dire, c'est que nous sommes les seuls à faire de l'huile de caméline torréfiée. Nous sommes très peu de producteurs à travers le monde d'huile de caméline, ou de produits de caméline, malgré que c'est une culture qui est vraiment qui a beaucoup d'intérêt. Nous, on vend dans plusieurs pays asiatiques, donc entre autres le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour, avec nos produits de caméline. Puis hier, des Coréens nous ont dit que vraiment, de plus en plus, la caméline devenait populaire là-bas. Elle gagnait en popularité, puis c'est ce qui se passe un peu à travers le monde. C'est tellement un beau produit, un produit en développement durable, un produit qui est bon pour nous, bon pour notre planète. Alors, il y a ce produit qui est en pleine effervescence ici à travers le monde. C'est un produit dans l'air du temps. Il y aura juste l'affiche maintenant qu'il va falloir changer parce que finaliste à Montréal, sélection à Paris, mais c'est plus bon. Finaliste. C'est finaliste. Oui, alors c'est ça. Pour les grains de caméline qui sont une protéine végétale qui est vraiment absolument extraordinaire. Merci. Bien, merci à vous. Alors voilà, ça en est fini une fois de plus pour la quotidienne à CIAL Paris. Très belles expériences, très belles rencontres avec différents fromagers, différents producteurs et du Canada et du reste du monde. C'est un véritable tour du monde que nous avons fait ici à CIAL Paris. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Continuez d'écouter LVA TV. Ça continue. La mission en France avec l'Institut Jean Garon et les entrepreneurs québécois de l'agroalimentaire, c'est pas fini.